Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Nous allons revenir sur la perte annoncée le jeudi 12 mars au-dessus de l'ouest de l'Irak d'un KC-135. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, milieu de journée. Nous n'avons pas encore d'image de l'épave probable. Nous savons néanmoins qu'il y a eu une opération de combat Search and Rescue, donc de recherche et sauvetage de combat, avec des hélicoptères notamment qui ont essayé de retrouver des éventuels survivants. À savoir qu'il n'y a plus de parachute sur KC-135 depuis plusieurs années, une des raisons étant pour alléger les avions, l'autre raison étant qu'ils estimaient qu'il y a très peu de chances que vous ayez recours en fait à une évacuation en parachute. Et le dernier point, dans une logique de réduction des coûts pour l'US Air Force, cela veut dire moins de formation et également moins d'entretien pour ces parachutes qui doivent être empaquetés régulièrement. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a deux aéronefs qui ont décollé. Le premier, 63-97, a décollé de Tel Aviv à 11h31 UTC le jeudi 12. Lui est revenu et est apparu dans le ciel israélien à partir de 17h15 UTC au niveau 230, 400 nœuds de vitesse sol, en descente vers le 150, a fait des ronds et des hippodromes pendant environ 1 heure avant de se poser finalement à 18h34 après 7 heures de vol, et en ayant affiché 77,00 pendant toute cette phase. Voilà les images dont nous disposons à l'heure actuelle. Vous voyez que le haut de sa dérive a été sectionné et nous reviendrons sur ce qu'il a probablement fait pendant cette heure, sachant qu'il y a des chasseurs dans le coin. Je pense qu'il y a eu identification visuelle, allègement de l'aéronef, préparation de l'approche, mais également test de contrôlabilité à différentes vitesses. À côté de ça, nous avons le 62-3556 qui, d'après Flight Radar, a décollé à 5h17 UTC le jeudi, soit environ 6 heures avant l'avion qui est revenu en panne. Alors, c'est à noter parce que la veille, on a vu en fait que le 97, il était parti en boxe, il était parti à 2 avions, décollage à 17h44, 2 tankers ensemble. Et quand vous allez travailler ensemble, forcément vous êtes proches l'un de l'autre, vous accompagnez un package avec beaucoup de chasseurs, le tout sous une seule fréquence radio, et vous allez comme ça pouvoir projeter 2 tankers, 4 à 8 chasseurs, pour ce qu'on appelle un strike package, le tout beaucoup plus facile à gérer. Là, on était sur 2 vols séparés qui ont décollé à 6 heures d'écart. Alors, je vous propose d'en savoir un petit peu plus sur ce type d'avion, le KC-135, sur les différentes formations et sur ce que ces images nous permettent déjà de comprendre, voire de réfuter, car forcément, il y a eu de la récupération du côté des proxys iraniens. Allez, jingle. C'est désormais officiel que les 6 membres d'équipage qui étaient à bord sont décédés sur cet autre avion. Donc comme vous voyez bien au niveau de la dérive, ils ont eu de la chance que ça ne tape pas plus bas, sinon ça aurait probablement fait une perte de contrôle. Pour mémoire, en Afghanistan, un tanker avait été perdu après justement que la queue se détache. On pourra revenir dessus si vous le souhaitez après des actions dues en partie à un mauvais entraînement de l'équipage. Si vous vous posez la question de est-ce que lors d'une phase de ravitaillement en vol ça peut toucher de la queue comme ça, on serait vraiment sur quelque chose de vraiment catastrophique, il faut vraiment avancer sous l'autre avion. Rien n'est impossible dans l'aérien. Il y a quand même une autre hypothèse. Au vu de la gestion de l'espace aérien, c'est tout simplement des avions qui se croisent et qui se touchent. Encore une fois, il n'y a pas forcément de tic à s'allumer sur ce type d'aéronef dans ces zones-là. Le KC-135, c'est en fait un dérivé du 707. Ils ont repris le fuselage du prototype parce que le 707 version avion ligne était en fait un peu plus long, un peu plus large et surtout avait des hublots. C'est un avion qui remonte aux années 50. C'était le premier ravitailleur à réaction, que vous vous rendiez compte, de l'US Air Force, opérationnel en 1957, qui a ravitaillé du B-52, mais également du B-47. Il y en a en tout plus de 800 qui ont été fabriqués. À vide, vous êtes dans les 50 tonnes, 145 tonnes, fonction des versions, au décollage. Il y a différentes versions spéciales qui ont été créées, par exemple la version Québec Q, pour ravitailler les SR-71. Et d'ailleurs, en 1970, il y a un SR-71 qui a percuté un KC-135Q au-dessus du Texas. Le SR-71 s'était cassé le nez, l'équipage avait dû s'éjecter. Vous avez également des versions qui ont été développées en rivet joint pour faire d'autres types de missions. Mais là, ce qui nous intéresse, donc, sont des versions qui ont capacité, les R et RT, à ravitailler. C'est-à-dire, vous pouvez être le ravitailleur, mais vous pouvez également ravitailler. Et un des avantages de ça, c'est, par exemple, si vous êtes sur une zone, de se transférer du pétrole restant avant de rentrer à la maison. Alors, vous posez peut-être la question en termes de ravitaillement, quel type de système existe. Pour faire très simple, vous avez des pods
en bout d'aile avec des longs tuyaux. Et avec une perche de ravitaillement comme sur Rafale, vous allez pouvoir venir rentrer dans le panier, rembobiner un petit peu le tuyau et ensuite rester là pendant plusieurs minutes, 3, 5, 6, 7 minutes, le temps que le transfert de pétrole se fasse. On peut ravitailler à 2 chasseurs avec une perche. Sinon, vous venez en point central et là, on a ce qu'on appelle le bidier. Bidier, là, vous avez différents systèmes, soit avec un tuyau souple, qui fait que quelques mètres, et là vous avez beaucoup moins de marge de manœuvre, soit, eh bien, comme sur beaucoup d'avions américains, vous n'avez pas de perche, ça se passe à l'arrière, vous approchez, vous alignez bien avec le fuselage du ravitailleur, et vous avez le boom, un opérateur à l'arrière de l'avion de ravitaillement, qui vient enquiller, et après vous restez comme ça quelques temps. Vous avez peut-être déjà vu ces images très impressionnantes avec un AWACS en plein ravitaillement. Là, il y a une déconnexion du pilote automatique du KC-135, donc du ravitailleur, ce qui amène à ce rapprochement. Je vous en ai parlé hier, c'était avant qu'il y ait cet accident, des problèmes sur les KC-135, il y en a quand même régulièrement. Moi, j'ai connu pas mal de pannes de pilote automatique, pas mal de pannes de navigation pour des tankers avec lesquels on travaillait, parce que c'est une flotte qui est extrêmement vieillissante, que vous avez vu les âges. En termes d'accidents lors du ravitaillement, vous en avez eu en janvier 1966 avec un B-52 qui se rapproche trop vite et qui percute un KC-135. Malheureusement, il y avait eu 7 morts et c'est très connu, hein, c'est l'accident de Palomares. Vous avez eu des bombes nucléaires qui sont tombées au sol. En 71, on a vu également un F4 percuter un KC-135 du côté de Torrejon et c'était un problème lors du ravitaillement. Plus récemment, on a vu également des soucis avec notamment un F-35 qui a percuté un KC-130. Là, c'est pas le même type d'aéronef qui avait réussi à se vacher, à se poser en urgence. Le F-35 s'était éjecté. Donc oui, un avion multimoteur à hélice a détruit un F-35 en vol. Ça va plaire aux anti-F-35, ça. Blague à part, comment est-ce que ça peut fonctionner avec des tankers? Vous avez soit du stack, soit du track, soit de la box. On va faire très simple. Soit vous partez avec votre tanker et en tant que chasseur, vous l'accompagnez et il vous amène vers la zone. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à faire la radio. C'est lui qui vous amène sur zone. Alors, vous n'êtes pas une vitesse optimale, vous êtes un petit peu lent pour votre chasseur, mais vous vous reposez en patrouille à côté du tanker qui gère la radio, qui fait également la sécurité. Et quand vous avez besoin, vous allez refaire le plein. Là, il vous amène. Si vous avez plusieurs tankers, ils vont être étagés en altitude et comme ça, on est déconflicté. La déconfliction, c'est très important. Ensuite, vous pouvez également avoir des tankers qui vont par exemple au-dessus de l'Irak, dans certaines zones, dans des hippodromes de ravitaillement. Si vous regardez en France, vous verrez, il y a des zones sur les cartes avec des hippodromes prévus, ils ont des petits noms. Et à ce moment-là, le tanker fait des grands hippodromes de plusieurs dizaines de kilomètres. Et dans les zones de guerre, connues comme l'Irak par exemple, eh bien là, il n'y a vraiment pas de danger. Ils font des grands hippodromes et vous avez des endroits où il y a en fait la station-service et tout est prévu, anticipé à l'avance. À telle heure, vous y allez pour ravitailler tant de pétrole. C'est l'ATO, l'Air Task Order, qui vient définir tout ça. Et après, en conduite, en temps réel, en collaboration avec le centre de commandement, eh bien, on s'arrange. Un tanker peut sortir de sa zone pour venir à votre rencontre si, par exemple, vous avez été appelé par des forces spéciales au sol et que vous êtes resté là, plutôt que de venir à la rencontre du tanker, lui va venir vers vous et comme ça, vous faites une interception face à face. On en a parlé, c'était au-dessus du Yémen il y a quelques jours sur la chaîne. Un tanker a pu sauver comme ça 2 F-16 qui étaient embêtés et qui étaient tombés dans une embuscade. Après, vous avez la box. La box, vous avez différents tankers qui sont tous ensemble et là, vous pouvez arriver dessus et par exemple, vous avez 2, 3, 4 tankers dans la même zone, étagé en termes d'altitude et vous avez une grosse capacité pour ravitailler beaucoup de personnes. J'ai eu la chance d'aller ravitailler en super étendard sur une des dernières boxes de Transal au large de Deauville. C'est un très très beau souvenir que je garde. C'est impressionnant quand vous arrivez sur des tankers en box parce que ça fait du monde dans la boucle. Maintenant, quand on voit la dérive du 97, forcément, ça ressemble à un abordage. Alors, je vais vous montrer ces images. Ça, c'est le Mirage 3R de mon père quand il s'était fait rentrer dedans par son leader qui était à ce moment-là en position d'équipier. Si vous posez la question pourquoi je parle souvent de followership, l'importance des rôles, j'ai grandi avec un morceau de son Mirage 3 dans son bureau toute ma vie et forcément, l'anti-abordage, c'est important. L'anti-abordage, c'est la responsabilité de l'équipier. Et ça, c'est la grande différence entre, on va dire, le monde classique et le monde de l'aviation. Dans le monde de l'aviation, vous remettez votre vie à votre N-1, à votre équipier, à votre client si c'est lui qui vient ravitailler. C'est important de le comprendre parce qu'intellectuellement, c'est pas simple et ça nécessite du coup d'avoir confiance dans ses collaborateurs et pour avoir cette confiance, d'avoir un niveau de standard qui fait que vous n'allez pas ravitailler si vous n'avez pas prouvé être au standard, avoir l'expérience pour le faire et la currency, l'avoir fait il y a assez peu de temps pour qu'on vous fasse confiance pour réussir à être au standard lors de votre ravitaillement.
Quand on voit que les deux avions ont environ 6 heures d'écart, ça peut penser, on peut se dire c'est peut-être une relève sur zone. Mais le problème, c'est que c'est 6 heures d'écart au départ. Et là, quand on regarde un petit peu la timeline, on a l'avion qui n'est pas revenu, des informations que l'on a, qui a décollé à 5h17, si c'est lui, c'est du possible, c'est du probable, mais c'est pas du certain, à 5h17, et on a le retour de l'avion endommagé à 18h34, mais il a dû prendre un cap retour vers les 16h30 ou 16h de l'Irak. Ça veut donc dire que notre premier tanker aurait été en l'air depuis 10 heures. Alors c'est pas incompatible avec les capacités de vol et autres, mais là la grande question c'est, se sont-ils percutés lors d'un ravitaillement alors qu'ils faisaient un transfert de pétrole? Se sont-ils rentrés dedans parce que le ciel est grand mais tout le monde passe plus ou moins par les mêmes endroits? Donc est-ce un souci de coordination d'espace aérien? Ou alors est-ce dû à une manœuvre d'évitement? Les proxys au sol ont dit qu'ils avaient ouvert le feu sur des tankers. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais ce type de dégâts sur la dérive n'est pas dû à un missile. Par contre, peut être la résultante d'une manœuvre d'évitement parce que vous avez vu un départ missile. Ces tankers ne sont pas équipés de système de leurre, donc s'ils se font tirer dessus, ils n'ont que la manœuvre pour pouvoir réagir. Si vous posez la question du TICAS, forcément, on n'a pas forcément ça dans l'armée, et dans certaines phases ou zones de guerre, tout est éteint et vous fonctionnez grâce à la déconfiction en espace aérien, où chacun a son altitude. Maintenant, encore une fois, le ciel a beau être grand, on a des points de convergence pour aller vers la zone, pour revenir de la zone, sur zone, comme je vous ai dit, au niveau des hippodromes, et donc une erreur d'altitude peut coûter extrêmement cher. Autre point intéressant, il semblerait que l'avion, qui apparemment était en vol plus de 10 heures avant d'être perdu, avait 6 membres d'équipage à bord. Quand on saura l'identité et la spécialité des membres d'équipage, ça nous donnera peut-être des billes ou des axes supplémentaires. Généralement, c'est 3 membres d'équipage, mais vous pouvez être 6 lors de la découverte d'un théâtre. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui sont nouvelles sur le théâtre d'opération, qui viennent en observateur de manière à être formées, à être lâchées sur le théâtre. Donc ça peut être un vol d'instruction, un vol de familiarisation. C'est pas incompatible avec des opérations réelles dans l'armée. Maintenant, une fois que vous avez perdu le haut de votre dérive, comment est-ce que ça fonctionne dans l'aérien? Généralement, vous allez revenir ou essayer de vous poser vers le terrain le plus proche. Il est à noter qu'il y avait d'autres pistes accessibles entre l'ouest de l'Irak et Tel Aviv. Donc il y a eu un choix de retourner à Tel Aviv que je ne m'explique pas. Typiquement en Jordanie, il y a des pistes. Et ensuite, derrière, vous allez faire des tests de contrôlabilité. Donc l'objectif du test de contrôlabilité, c'est de réduire la vitesse de votre avion, de le configurer éventuellement en altitude, de voir si ça vole pas, à quelle vitesse vous devez faire votre approche, alléger votre avion au maximum de manière à pouvoir arriver le plus lent possible, le plus léger possible et avec le moins de pétrole possible pour ensuite vous poser en sécurité. Maintenant, au vu du nombre de chasseurs dans la zone, personnellement, j'aurais demandé à me faire intercepter, à avoir des aéronefs qui regardent, qui me donnent des informations sur à quoi ressemble mon avion. Et là, on a une procédure qu'on appelle le Wounded Bird, c'est l'oiseau blessé. Comme ça, derrière, on fait une procédure qui va nous permettre d'optimiser nos chances de survie. Autre point remarquable, il a fait toute son attente au-dessus de la mer. Vous allez de préférence faire tout ça au-dessus d'une zone où vous risquez pas de vous écraser et tuer des gens au sol. Dans les autres options possibles, on aurait pu voir un chasseur qui percute, comme on a pu le voir par le passé, notamment avec le F4. On aurait alors probablement entendu parler de la perte d'un autre chasseur et de l'éjection de l'équipage ou pas. À l'heure actuelle, les seules informations dont on dispose, c'est qu'il y a eu un incident entre deux avions, qu'un des deux est revenu se poser à Tel Aviv, et on n'a pas plus d'informations sur celui qui a été perdu. Comme on vous le disait sur cette chaîne depuis déjà pas mal de jours, la fatigue et l'usure du tempo opérationnel a un impact sur les capacités de facteurs humains des équipages. Il est illusoire de croire que si, quand vous reposez, votre base est régulièrement attaquée, vous allez remonter dans l'avion avec un niveau de sommeil et un niveau de capacité cognitive qui est parfait. Les accidents, les événements de ce type sont malheureusement voués à continuer, voire à se multiplier si les opérations continuent. Et à côté de ça, vous avez probablement entendu dire que jeudi 12 mars, des soldats français ont été ciblés du côté d'Erbil dans le nord de l'Irak, que à minima au moment où je tourne cette vidéo, un adjudant-chef est décédé. Et je voulais juste terminer rapidement en vous rappelant le code de la défense, article L1111-1. La nation assure les moyens nécessaires à la défense. Les drones, c'est pas quelque chose de nouveau. Déjà en 2016, on a des commandos de l'armée de l'air qui avaient été blessés grièvement
en Irak à cause de drones utilisés par l'État islamique. Ça fait des années que tous les experts, tous les spécialistes, tous les observateurs préviennent de cette menace drone. Maduro avait même été attaqué par du drone alors qu'il était président. Bref, c'est un problème connu. Et vous pouvez avoir les meilleurs militaires au monde avec la meilleure force morale. Et on peut faire toutes les annonces d'augmentation budgétaire que l'on veut. Si sur le théâtre, dans les zones de guerre où on envoie nos hommes et nos femmes, on ne leur permet pas d'avoir le matériel nécessaire pour se défendre. Ça fait longtemps que ça alerte sur le sujet. Il serait peut-être temps de débriefer à certains étages. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Malheureusement, pour un des deux KC-135, on n'était pas sur du posé, pas cassé. Vous voyez, ça reste un état final recherché pour les aviateurs, pour les pilotes au quotidien, et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mettre en œuvre autant d'aéronefs crée forcément des tensions, et on ne s'en rend pas compte, mais tous les jours, il y a des centaines d'accidents qui sont évités par les contrôleurs aériens, par les mécaniciens et par les équipages. Il faut pas l'oublier. À très vite sur la chaîne, fly safe. Quel état d'esprit est-il, votre fils, aujourd'hui, justement, Olivier? Ah ben, ils se sentent abandonnés. C'est-à-dire? Carrément. Ah ben, ils n'ont pas de moyens.